Bonjour à tous, vous êtes bien sur le webinaire de Ondustrie.org, le premier réseau social des industriels. Donc, Ondustrie a été créé pour vous permettre d'échanger, de networker directement sur les sujets de transformation vers l'industrie du futur. Vous trouverez sur la plateforme Ondustrie.org vos pairs, avec des échanges privés que vous pouvez organiser, des actualités sur le sujet de l'industrie 4.0, des formations gratuites également, et surtout des webinaires avec des grands acteurs de l'industrie comme ce jour. Je suis Jean-Philippe Laurinquer, je suis en charge de cette belle communauté avec exceptionnellement Xenia qui va nous accompagner aujourd'hui et qui remplace Ashok, qui est d'habitude l'homme de l'ombre et qui est bien connu de nos membres. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir pour notre 17e webinaire un invité un peu particulier. À chaque fois, j'ai la chance d'avoir des gens un peu particuliers. Donc, j'ai l'honneur de recevoir ce que j'appelle un hussard de la réindustrialisation, Olivier Luancy, qui est associé de la branche stratégie de PricewaterhouseCoopers, donc de sa branche stratégie End. J'arrive à bien le prononcer, mais tu me corrigeras. Et nous allons parler beaucoup de réindustrialisation aujourd'hui. Bonjour Olivier, comment vas-tu? Très bien, merci bien de me recevoir. Eh ben, écoute, c'est moi qui te remercie de prendre du temps pour échanger avec nous, les membres de la communauté Industrie. On va passer un petit moment ensemble et contrairement aux autres épisodes où on parle beaucoup de terrain, des opérations, de software, etc., même si là, on y arrivera peut-être, mais ce n'est pas le plus important. Là, toi, tu vas nous aider à prendre un peu de hauteur. Et après avoir planté un peu le décor sur ton parcours, on va essayer donc de parler de ce grand mouvement de fond qui arrive depuis maintenant, depuis le Covid. Hein, je pense que ça a été un des éléments déclencheurs. Tu vas nous parler de perspectives économiques et puis aussi de souveraineté industrielle, qui sont des sujets qui nous tiennent à cœur. Mais avant de parler de tout ça, donc j'aimerais qu'on apprenne à te connaître. Moi, j'ai découvert un peu ton parcours et tu es un homme aux multiples vies, puisque tu as été industriel, tu as été politique, tu es consultant. Euh, Tu peux nous parler un peu de ce driver qui t'a mené de jeune garçon à l'homme que tu es devenu aujourd'hui? Volontiers. Alors, déjà, je réfute le terme de politique, juste pour que ce soit clair pour tout le monde. J'ai fait un raccourci, mais c'est bien que tu puisses le préciser. Ouais, mais je l'explique. Non, alors, d'abord, je vais parler de ma vie professionnelle, hein, c'est toujours le plus simple. Donc, j'ai 3 vies professionnelles, en gros. Hein. J'ai passé 10 ans dans l'industrie, donc Saint-Gobain. Euh, J'y suis rentré assez tard, hein, vers une trentaine d'années. J'ai passé 18 mois comme directeur du développement durable de Saint-Gobain avec une espèce de fait d'armes, c'est d'avoir co-rédigé le premier rapport de développement durable de Saint-Gobain. Alors, c'est pour moi, enfin voilà, j'ai quelques heures de vol, vous vous rendez compte à ce moment-là. Et après, j'ai été repéré par un grand monsieur, un grand industriel, Jacques Aschenbroich, qui était à l'époque un des numéros 2 de Saint-Gobain et qui D'accord? voyait faire mes classes d'industriel en Roumanie, Ouais. euh, où j'ai accouché d'une usine de verre plat, ce qu'on appelle un float. Alors, c'est des belles unités parce que c'est 100 à 150 millions d'euros d'investissement. Et Oui. c'était vraiment un projet Greenfield. Alors, je dis avec amusement, quand je suis arrivé 1er janvier 2005 en Roumanie avec ma famille, on avait loué une maison. Saint-Gobain avait acheté 90 hectares à 150 km de Bucarest, loué un bureau et embauché une femme de ménage, et c'était tout. Et c'est à peine une caricature. Voilà. Et en 2000, enfin, quand je suis parti en 2009 de la Roumanie, on avait naturellement notre usine qui tournait plein feu. On était leader du verre plat sur la Roumanie. On était très implanté en Bulgarie, en Serbie. Voilà. Et c'était 200 personnes qui bossaient dans ce site sorti de terre en 18 mois, 24 mois, Et, avec et une merveilleuse aventure. à quel moment on te dit, tiens, au fait, tu as un champ de patates là, il va falloir faire pousser une usine, tu l'as jamais fait, tu t'es dit, ouais, j'y vais, ça va bien se passer. Il y a quoi qui se passe dans ta tête à un moment pour te dire, Alors, en allez, fait, c'est hyper excitant, allons-y, quoi. il y a prescription, mais l'histoire est un petit peu plus compliquée. Saint-Gobain avait 2 projets d'usines équivalentes en Europe de l'Est. Une en Pologne qui était le doublement d'une capacité existante. Donc, c'était D'accord? un projet, je dirais, pas plus tranquille parce que construire une usine de cette taille-là, c'est toujours une aventure. Mais au moins, il y avait les bases techniques, relations administratives, etc. Et puis, l'envie de Jacques Aschenbroich de développer l'Europe du Sud-Est
Surtout que le concurrent de Saint-Gobain dans le verre plat, qui s'appelle Sisecham, un concurrent turc, était en train de développer une usine en Bulgarie. Donc, en fait, on s'est rejoué l'histoire des Ottomans. Je vous arrête sur le Danube. Euh, et, euh, et en fait, chez Saint-Gobain, ils avaient du mal à trouver alors un hussard, je ne sais pas, un kamikaze, je vais prendre encore d'autres termes, pour aller faire ce projet parce que tous ceux qui étaient plus, je dirais, dans les opérations et dans la technique mesuraient bien la difficulté d'un projet Greenfield dans un pays, je dirais, à l'éthique business à l'époque pas terrible, en tous les cas pas réputationnellement. Alors que l'autre projet, c'était de doubler la capacité en Pologne, qui semblait quand même plus facile à réussir. Et donc, il y a eu un personnage un peu clé dont je vais pas donner le nom, mais qui m'a fait la danse du ventre. Et j'ai signé assez naïvement, comme tu vois, une jeune recrue de l'armée qui part fleur au fusil au front. C'est ça, voilà. Tu partir mourir pour ton général, quoi. Donc, et l'histoire est rigolote, et je vais arrêter parce qu'après, il y a d'autres choses à développer. Mais l'histoire est que quand je suis arrivé sur place, au bout de quelques semaines, donc je mets en place, je commence à recruter, à mettre en place des équipes, des choses. Et puis tout d'un coup, on me dit, mais Olivier, tu sais, ton budget pour construire ton usine n'est pas sécurisé. Ah bon? J'ai débarqué avec ma famille là-bas, qu'est-ce qui se passe? Donc je prends l'avion, je vais voir Jacques Aschenbroich, et lequel me dit, effectivement, Olivier, je voulais un investissement de la part de la compagnie de Saint-Gobain, donc le holding, on va dire, pour faire 2 usines équivalentes, une en Pologne et une en Roumanie, mais je n'ai eu le feu vert que pour un budget. Et donc, vous êtes sur la ligne départ. Le premier qui a le permis de construire a le budget. Bonne chance, tu me reviens avec le permis. Je le fais un petit peu à la directe, mais c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Et donc, je suis reparti en Roumanie. J'ai construit une équipe, alors un peu de mercenaires, parce qu'il y avait personne de Saint-Gobain sur place, ou très, très peu de gens. Il y avait quelques personnes qui bossaient, donc que j'ai rassemblé autour de moi. Et puis, écoute, on a gagné notre permis de construire, on a gagné notre budget, et on a sorti une superbe usine qui est un autre de mes bébés, voilà, dont je suis très fier. C'est l'une des plus belles aventures professionnelles que j'ai eues. Alors, pour continuer, après Saint-Gobain, ça s'est bien passé, m'a nommé responsable de zone, et là, j'ai pris mes valises, je suis allé en Pologne pendant 4-5 ans pour superviser toute la zone Europe centrale et orientale. À côté de ça, j'ai une vie de ce qu'on appelle, alors je mets entre guillemets, haut fonctionnaire. Je ne suis pas un fan du qualificatif, mais j'ai passé 10 ans dans la fonction publique. Alors, et c'est là où le terme politique t'a échappé. Je suis désolé. J'ai travaillé pour la Commission européenne, pour un conseil régional et pour l'État central, et à chaque fois, j'étais dans des cabinets. Donc, je ne suis pas un politique, mais je sais travailler avec des politiques, ce qui est quand même plus qu'une nuance. Et tu sers la République. Voilà, et donc j'ai pu travailler pour Édith Cresson, commissaire européen, Michel Delbar, président de région du Nord-Pas-de-Calais, et puis François Hollande, président de la République, parce que j'ai passé 2 ans et demi à l'Élysée comme conseiller industrie et énergie à l'époque des plans Montebourg, si ça vous rappelle quelque chose. Oh, bien sûr, oui, et de la marinière. Voilà. Et des lois Montebourg également, oui, c'est très bien. Et puis, depuis quelques années, je fais du conseil, qui est un métier alors pas très reconnu en France, je trouve. Enfin, je suis un peu tristounet de ça, mais c'est la réalité. Par contre, il me donne une formidable, je dirais, envie, d'abord par le choix des missions que je peux faire, et donc continuer ma réflexion sur la réindustrialisation, la renaissance industrielle. Et puis, j'ai travaillé pendant quelques années sur la digitalisation de l'industrie, et aujourd'hui, je suis plus sur des questions de souveraineté. Voilà, et ça permet de réfléchir, de voir plein de cas. Alors, nos clients, c'est plus des grands groupes, des fédérations et de la CTI. Je regrette un petit peu, on n'arrive pas, parce que c'est PwC, c'est un Big Four. On a moins de contact avec les PMI, et je dois reconnaître que ça me manque un petit peu, parce que je trouve que c'est un tissu absolument passionnant où il se passe aujourd'hui plein de choses, un foisonnement d'idées. Voilà, ça c'est pour mon truc professionnel. Et juste pour dire un petit mot, parce que je m'étais présenté comme ça, et ça avait fait un petit peu, enfin ça avait été remarqué, mais ça me définit bien dans Thinkerview. Je suis un enfant de sous-préfecture. Voilà, je suis né à Albertville, sous-préfecture de la Savoie. J'y ai grandi jusqu'à ce que je réussisse mon bac. Puis après, j'ai été happé par le système de la méritocratie française, auquel je dois beaucoup, républicaine, système public qui m'a permis de passer à Lyon pour mes prépas, et puis après, grandes écoles à Paris. Voilà un petit peu. Mais cet attachement au territoire est quelque chose d'assez profond en moi. Je comprends, et je le partage. Écoute, en ce moment, on le voit partout, soyons clairs. Dans des colloques, tu parlais de Thinkerview, dans des think tanks comme les Forces françaises de l'industrie également, qu'on salue au passage, dans des écoles.
Et là, tu t'es dit, bah, du coup, c'est pas assez, je m'ennuie un peu, et du coup, je vais sortir un livre qui s'appelle, donc tu me donneras le titre exact, sur les néo-industriels. Si tu t'ennuyais ou qu'est-ce qui t'a amené à lancer ce livre? Alors, en fait, si tu regardes mon LinkedIn, j'ai écrit à peu près régulièrement dans toute ma vie professionnelle. Ouais. Et alors, l'écriture était d'abord pour moi, c'est-à-dire à la fin d'une expérience professionnelle. En général, j'ai ressenti le besoin d'écrire un texte, alors qui de temps en temps a été publié, de temps en temps il n'a pas été publié. Il y a un texte secret à la sortie de l'Élysée, comme son teaser si un jour il sort, mais qui me permettait je dirais, de faire un bilan de l'expérience professionnelle que j'avais et puis de la transmettre. Et quand j'étais chez Saint-Gobain en Pologne, donc mon deuxième job de Saint-Gobain, j'ai même amené une dizaine de patrons de business unit de Saint-Gobain en Europe centrale et orientale à faire le même exercice parce que je trouve que c'est d'une hygiène professionnelle très forte. À un moment donné, on change de métier, ben, c'est peut-être le moment de faire un peu le bilan de ce qu'on a appris, de ce qu'on a vu. Rien de tel que l'écriture pour formaliser les choses, pour soi déjà, pour se forcer à clarifier une expérience. Et puis écrire, c'est aussi transmettre, même si pour moi au début la transmission était quelque chose de secondaire. Et puis ce truc-là a évolué en 2020 avec une rencontre, hein, avec le bouquin Vers la Renaissance industrielle, coécrit avec Anaïs Boy-Gillis. Oui. Alors avant, il y en avait un autre, mais qui était plus professionnel. J'avais écrit aussi Croire en l'industrie du futur et au futur de l'industrie, qui est un petit peu un prototype. Et à partir de là, je me suis lancé dans une réflexion sur l'évolution de notre industrie, de son rôle pour notre pays, pour l'Europe. Et alors c'est une réflexion que je ne conduis pas seul, que je ne prétends absolument pas conduire seul. Au contraire, je souhaite que ce soit quelque chose de collectif à partager. Et donc, après, vers la Renaissance industrielle, il y avait 3 ans après, il y avait un point d'étape à faire. Et c'est donc les néo-industriels, l'avènement de notre Renaissance industrielle. Donc, tu as vers, tu as l'avènement, et puis après, tu auras peut-être nous y sommes. Et après, c'est fait, ou quelque chose comme ça. D'accord. Et alors, pourquoi tu pensais qu'il fallait… et d'ailleurs, j'ai mis les coordonnées du livre là, dans le chat. J'invite d'ailleurs nos participants à l'acheter. Alors, sur une plateforme qui paye ses impôts en France. Donc là, j'ai mis la FNAC. Vous choisissez celle qui vous convient, mais pas ceux qui ne payent pas leurs impôts en France. Vous savez de qui je parle. Donc oui, pourquoi tu pensais qu'il fallait écrire un livre sur ces néo-industriels? Qu'est-ce qui t'a drivé dans cette écriture? Alors, il y a deux éléments. On est on va dire ça, experts, hein, d'accord? Donc, des gens qui réfléchissent sur le sujet. Tu peux même t'amuser avec le terme intello si tu veux. Moi, j'ai plus les mains dans le cambouis, j'ai plus les mains, je le regrette, parce qu'un jour j'y retournerai, mais j'ai plus les mains dans l'atelier hein, aujourd'hui. Mais ça me permet aussi de prendre un petit peu de hauteur. Et si je retrace un peu le parcours de 2012 à aujourd'hui, de moment où je suis rentré à l'Élysée, donc je sors de Saint-Gobain, je prends un avion de Pologne et je me retrouve à l'Élysée, c'est à peu près comme ça. Donc les plans Montebourg et à aujourd'hui, en fait, pendant 10 ans, on a tâtonné sur les politiques publiques pour refaire de l'industrie. Et résultat, si tu veux, on y a mis pas mal. Le on est un on collectif, hein. Les ministres, les administrations, on y a mis pas mal de moyens, pas mal de discours, pas mal de grands-messes. Mais globalement, jusqu'à aujourd'hui, notre réindustrialisation, ce qu'on a réussi, c'est stopper la désindustrialisation. Oui. Alors, c'est bien, mais on aurait pu espérer un peu plus. Et je pense que pendant cette période-là, on a maintenant recompris, on a lâché le livre Politique industrielle de Gaulle-Pompidou. Ça a pris du temps parce que c'est quand même celui qu'on avait. Enfin, avec tout ce qu'il faisait pour Arnaud Montebourg, les grands plans montebourgiens, certes, il y en avait plus, mais l'inspiration, elle est quand même gaulienne. Et le monde a changé. Le monde est ouvert, la place des technologies est beaucoup plus importante. La connaissance des technologies et du marketing est passée de l'État aux entreprises privées. Souvenons-vous, hein, Ariane, c'est le CNES, donc c'est-à-dire un truc d'État. Le plan électronucléaire, c'est le CEA, c'est aussi un organisme d'État qui l'a fait. Aujourd'hui, ce n'est plus imaginable. La connaissance des évolutions technologiques est passée dans le privé. Je prends simplement cet exemple-là. Donc, le monde a changé. Il s'est ouvert, les supply chains se sont fragmentés, la connaissance et le savoir est passé du public au privé. Et donc, il fallait un nouveau logiciel. Donc, on a pris 10 ans, à mon avis, à réacquérir ça. On est pas mal à publier sur le sujet et je pense qu'on est au bout d'un cycle. C'est-à-dire qu'on ne fait pas tout ce que je souhaiterais à Bercy, loin de là, mais globalement, on a les clés. Et donc, on peut espérer que demain, on va s'y mettre complètement.
Mais pour que ça se fasse, il faut que ce soit un mouvement qui soit soutenu par nous tous. Oui. Nous tous, c'est les Français. Et donc, il ne suffit pas de dire voilà ce qu'il faudrait faire, mais il faut que ce soit une politique soutenue. Alors, tu as cité la crise du Covid. Je reviendrai plutôt, un peu plus tôt à la crise des Gilets jaunes, qui est pour moi aussi une crise de cohésion territoriale, Oui. de cohésion nationale. En désindustrialisant, on a paupérisé les territoires Oui. et enrichi, entre guillemets, les métropoles. Oui. Et donc, refaire de l'industrie est pour moi aussi un objectif de cohésion sociale et territoriale. Ce n'est pas simplement un outil productif. On est Et aligné. puis, tu as naturellement la sécurité d'approvisionnement, la souveraineté, et puis le déploiement des solutions technologiques pour l'environnement. Et dans ce mouvement-là, en fait, si on n'a pas un récit, si on n'arrive pas à raconter une histoire, se raconter une histoire, raccrocher l'industrie à notre récit économique, à notre récit national tout court, on pourra tenter de faire tout ce qu'on veut. C'est sûr qu'à un moment donné, il y aura une décision d'urgence et entre investir pour le futur et le pouvoir d'achat, nos politiques choisiront le pouvoir d'achat et la dynamique sera cassée. Donc, ce qu'il faut maintenant, on a fait toute cette réflexion-là, c'est comment est-ce que tout à chacun, après avoir pris conscience à travers la crise du Covid, à travers la crise de l'Ukraine, voire des Gilets jaunes, comment on arrive à raconter cette histoire, comment on la fait partager. Alors, moi, je ne suis pas un conteur et je peux pas, je suis, entre guillemets, plus dans les ateliers. Par contre, ce que j'ai essayé de faire, c'est montrer des gens qui y croient à cette nouvelle industrie, leur faire raconter leur histoire. Alors, dans une mise en scène, je raconte dans la première partie ce que c'est que cette renaissance industrielle qui est devant nous, on développera certainement, mais surtout le cœur du bouquin, c'est une quinzaine de témoignages de nouveaux industriels auxquels je pose 5 questions simples. Comment ils sont arrivés là, quel est leur modèle, quel est leur objectif personnel, etc. C'est plutôt de eux, je vais voulu les faire parler d'eux pour incarner cette renaissance industrielle et commencer à lui donner de la chair et pas simplement des chiffres, des mots, des discours d'experts, des discours d'intellectuels. Voilà un petit peu dans la lignée. Et puis, c'est le début d'un mouvement. Ce dont je rêve, c'est que tous ceux qui nous écoutent, qui aiment l'industrie, filmez-vous, filmez vos environnements de travail, le pied que vous prenez à faire un certain nombre de projets et diffusons sur les réseaux sociaux ça pour redonner des images à une industrie qui est restée ancrée dans des images d'Épinal, Zola, Chaplin, etc. Qu'on ressort à chaque fois d'ailleurs, on en entend régulièrement parler. Et alors, donc c'est formidable, moi, tu as échangé avec des gens avec qui j'ai moi-même échangé et qui sont absolument passionnants, donc les Insight, les Vercors, etc. J'ai reçu Well dans ce podcast et d'ailleurs, j'invite les auditeurs, si ça les intéresse, à réécouter les replays de ces podcasts. Tu es aujourd'hui consultant, donc tu dois passer ta vie à faire des matrices et à chercher des commonalités. C'est devenu un de tes enjeux. Aujourd'hui, là, si tu devais nous, je ne sais pas, les résumer, c'est peut-être compliqué, mais essayer de nous trouver les enjeux, les difficultés communes et les visions communes partagées entre des gens qui vont fabriquer des batteries, des dirigeables ou des insectes. Il y a des choses communes que tu vois ressortir dans leur démarche, dans leurs ambitions. Oui, alors il y a plusieurs éléments. Alors, c'est quand même ils ne font pas encore communauté. Alors, je vous livre un peu là. C'est-à-dire que c'est un groupe de femmes et d'hommes, d'abord. Il y a vraiment une mixité aujourd'hui. Il y a des jeunes et des moins jeunes. Il y a des gens qui replongent dans l'industrie en troisième partie de vie professionnelle. Ouais. Voilà. Il y a des ingénieurs et des non-ingénieurs. La formation. Donc, il y a des profils assez divers. Il y a des gens qui héritent d'une boîte par filiation, donc dans une lignée familiale. Il y a des gens qui créent absolument tout de zéro. Donc, au départ, on pourrait se dire, mais c'est vachement divers, etc. Et quand on les interroge, il y a des points, je dirais, de différence. Je vais essayer d'en énoncer quelques-uns. Et des points communs. Le premier, moi, qui m'a surpris, dont la puissance m'a surpris, c'est que ils sont là pour des valeurs. C'est-à-dire, ce qui les font bouger, c'est pas de l'industrie pour l'industrie. On a dit souvent, entre guillemets, comme expert, un outil productif, ça sert à servir un projet de société. L'industrie en soi n'a pas de sens. Tu avais un projet de société qui était la consommation, voire la consommation de masse, et ben tu fais un outil de production de masse. Demain, on aura une société qui recherche de la souveraineté, de la symbiose avec l'environnement. On va inventer, on ne sait pas encore son nom, un nouvel outil productif. On le disait globalement, eux, ils l'incarnent.
ils sont tombés là-dedans, et certains avec des parcours acrobatiques, hein, et parfois tombés par hasard, parce qu'ils suivaient un fil, par exemple, sur l'environnement. D'accord. Tu parlais de Insect, le témoignage d'Antoine, mais c'est pas le seul. Il poursuivait une réflexion sur la disparition des espèces. Et puis, de fil en aiguille, il s'est dit, bah, moi, je peux apporter, théorie du colibri un petit peu, alors c'est un gros colibri maintenant, Insect. Moi, je peux apporter mon bout de réponse à ce sujet-là en faisant de l'industrie, en faisant cette industrie. Et tu en as plein qui sont comme ça. Donc, en fait, ils ont en eux des valeurs où l'industrie n'est qu'un outil au service de ces valeurs-là. Ça les rejoint. En revanche, ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils ont plusieurs valeurs. C'est pas toutes les mêmes. Ça va être difficile de les mettre sous une seule bannière. Il y a l'environnement, je l'ai cité, évidemment. Tu as des choses autour de la souveraineté, du Made in France qui remontent. Tu as aussi des choses qui sont plus historiques pour l'industrie, comme la notion de progrès technologique, qui sont là. Je suis là parce que je considère que la technique, enfin l'association entre sciences, techniques et industrie est un outil de progrès technologique certainement, mais de projet de société. Et donc, je veux nourrir cette notion-là, qui est saint-simonienne, hein, qui est très ancienne, qui est au tout début du développement industriel et qui résiste naturellement au temps. Voilà. Donc, des gens mus par des causes qui ne sont pas uniques, et ce sera peut-être sans doute la difficulté d'en faire une communauté. Et puis, il y a aussi cette dimension très, très personnelle, cette énergie très forte qu'ils ont en eux. Ce sont des défricheurs. Un autre point commun, je leur ai tous posé la question, est-ce que vous avez un mentor, un modèle? Stupéfaction, il n'y en a pas qui ressort. Même pas Alors, Elon Musk? eh ben voilà, tout le monde, ben non, Elon Musk, oui, sur le côté entrepreneurial, vision Ouais, technologique, etc. Mais au niveau des valeurs, zéro, dissociation ouais. totale. Et même des réponses où ils disent surtout pas Elon Musk. Parce que oui, sur le côté, mais au niveau des valeurs, et encore une fois, c'est eux enfin, c'est ces valeurs qui les émeuvent et puis vraiment qui les mettent en mouvement dans le sens littéral du terme. Et donc, l'adhésion à Elon Musk avec les valeurs, ça colle pas. Ça colle simplement pas. Et quand tu vas plus loin, tu te rends compte qu'en 40 ans de désindustrialisation, qui est un choix de société, hein, c'est pas simplement un choix économique, et ben pendant 40 ans, nous n'avons pas collectivement nourri des figures emblématiques d'industriels. Quelque part, nous n'avons plus de grands capitaines d'industrie et ils n'ont plus aussi personne dans un imaginaire auquel se référer. Donc, à mon avis, ces gens-là vont créer une nouvelle génération de modèles, peut-être pour vous les plus jeunes, peut-être plutôt pour mes enfants, moi qui ai déjà quelques décennies de plus, et qui vont donc inspirer et faire aimer non pas l'industrie pour l'industrie, mais pour ce qu'elle permet de faire pour coller nous tous, de la cohésion sociale avec de l'insertion, de la cohésion territoriale avec de la richesse sur les villes moyennes qui accueilleront jamais un plateau de traders, des solutions pour l'environnement, des solutions pour notre souveraineté. Alors, tu parlais donc de la mission, qui est un des éléments critiques qui a motivé en tout cas leur entrée dans l'industrie. En termes d'éthique et de valeurs, est-ce que pareil, tu ressens des points communs sur la nouvelle façon de gérer les hommes, les circularités, l'écologie de manière générale? Est-ce que c'est des choses qui sont maintenant devenues au centre de leur parcours, ou c'est pas le principal? Alors, il y a deux, enfin, les questions, si je prends les hommes d'un côté et l'écologie, tu as cité ces deux exemples-là, Ouais, on va en avoir il y en d'autres, a mais peut-être d'autres, hein. sur l'écologie, c'est devenu, enfin, en tous les cas pour eux, c'est une quinzaine de témoignages, hein. Ça se veut pas une étude académique, ce n'est pas On est représentatif. d'accord, C'est c'est une pas le credo. illustration. Je mets un jeton dans le jumbox et on regarde la musique que ça fait. Puis après, il y aura peut-être des universitaires qui, eux, travailleront sur des échantillons de Bien 600 sûr. néo-industriels et nous feront des belles études académiques, enfin, très propres. Moi, c'était pas mon ambition. Mais sur l'environnement, sur cette population, c'est totalement intégré. Enfin, il n'y a pas photo. Et si on dit qu'ils sont un peu les précurseurs, ça veut dire, mais ça on le dit et on le voit, et je suppose que vous le voyez vous dans vos métiers, la préoccupation environnementale est intégrée dans le fait industriel de manière, je dirais, complète, de manière structurelle aujourd'hui. On ne pourra pas dissocier. Il n'y aura pas d'industrie si elle n'est pas verte, elle sera sortie du marché par la réglementation, par les financiers ou par les consommateurs, par les clients tout simplement.
Donc ça, là, il y a universalité. Pour autant, c'est pas toujours la valeur première. On fait de l'environnement, oui, mais moi, je suis là d'abord pour défendre le Made in France, par exemple. Mais il y a toujours l'environnement qui est là en premier ou en second ou en troisième, mais qui est vraiment là. Ça, c'est clé. Et l'environnement, c'est pas que la décarbonation. On a beaucoup tendance, ça fait partie, de mon avis, des focales sur les politiques industrielles / environnement qui mériteraient d'être un peu élargies. Il n'y a pas que la décarbonation de la production. Il y a, quand tu prends un Nicolas Cruau, c'est la fin de vie des produits. Il y a l'usage naturellement des produits eux-mêmes, etc. Et puis, il y a la circularité matière qui arrive de manière très, très vite dans le sujet. Donc, environnement, c'est plus large que la décarbonation et c'est pas limité à l'impact environnemental de la production elle-même. Donc, mais là, il y a une sorte de consensus. Sur les modèles organisationnels, je serais plus prudent. Mais d'ailleurs, la littérature le reflète. En 2018, j'avais animé une table ronde à l'usine extraordinaire au Petit Palais, événement emblématique pour moi. Et le patron de l'industrie 4.0 de Schneider avait déclaré devant tout le monde, le modèle taylorien est mort. Ah bon, pas mal. Alors, en tant que modèle, ça ne veut pas dire que le Fordisme et le Taylorisme comme mode d'organisation en segmentant des tâches qui peuvent être répétitives pour augmenter l'efficacité globale et la productivité, ce modèle-là, il va continuer d'exister dans certaines industries. Mais dans d'autres, il est en train de changer complètement. Et on est aujourd'hui dans une sorte de recherche de… Alors, ce n'est pas un modèle alternatif, c'est-à-dire que le modèle omniprésent du Taylorisme, du Fordisme, va, à mon avis, être démultiplié en 1, 2, 3, 4 modèles, mais on les cherche toujours. Et à l'image de cette recherche, il y a des publications, par exemple, de l'École des mines là-dessus, qui sont assez sympas. Mais à l'image de cette recherche qui est aussi académique, eux ont plusieurs modèles d'organisation. Tu vois, si je prends Thomas Turiez 1083, dans ses statuts, il y a un multiple maximum entre le plus bas des salaires et le plus haut des salaires. Incarnation d'une réflexion qu'on est beaucoup à avoir sur quelle est ta création de valeur. Et la répartition de la valeur. Et la répartition de la richesse. Tous n'ont pas ce type de dispositif-là. Voilà. Uniformité sur l'environnement, je pense, en tous les cas, une prise de conscience globale en bloc. Et puis, sur les modèles d'organisation, on se cherche collectivement et à leur image, à l'image de cette recherche, eux ont différentes approches. Alors, pour rebondir sur ces différentes approches et ces modèles d'organisation, il y a une question intéressante de Raoul Bati dans la communauté qui te dit que penses-tu des modèles comme Gazeltech de Gaël Lavaux avec son véhicule électrique léger fabriqué dans des micro-usines à opposer des gigafactories, par exemple de Verkor qui est en train de lancer ces gigafactories. On parle aussi des gigafactories de tous les grands fabricants de batteries ou d'auto. Tu sens aujourd'hui qu'il n'y aura pas de modèle unique, modèle distribué, modèle centralisé, ça va dépendre des activités. Tu as un point de vue là-dessus? Oui, mon sentiment aujourd'hui, alors c'est peut-être une réponse un peu de facilité, sur lequel je ne prends pas un trop gros risque, je dirais, c'est que on va vers plusieurs modèles d'organisation. Le retour des gigafactories en Europe, initialement, les gigafactories, c'est que tu pousses au maximum la productivité, le gain d'échelle. Et donc, normalement, dans la logique, mettre une gigafactory en Europe où la structure de coût est plus élevée, tu es un peu contre-productif. Il se trouve que la notion de souveraineté, nous ramène des gigafactories avec des subventions fantastiques. Regarde celle de ST Micro, projet de 2,9 milliards d'aides, soit 40%. Voilà. Bon, donc il y a un modèle de gigafactory, de cathédrale, alors qui est quelque part mis en avant, plus, sans doute trop, qui existe et qui revient en Europe et qui quelque part avait disparu pendant des décennies. Et puis d'un autre côté, tu as d'autres modèles comme celui de Gazeltech distribués qui sont ou d'autres, des sites plus petits, 200-300 personnes, extrêmement 4.0 pour être très flexibles et tout ça, qui sont en train d'émerger. Mon sentiment, c'est que on quitte l'univers d'un monomodèle d'organisation humaine, le taylorisme, le fordisme, d'un monomodèle d'organisation opérationnelle autour de l'usine type, et on est en train d'explorer différents modes d'organisation et de production de plus en plus riches
et qu'on n'a pas fini. Et je ne vois pas à un moment donné une convergence vers un modèle qui remplacerait l'ancien. Je vois plutôt plusieurs modèles dont on va tester dans un monde d'incertitude. Je veux dire, est-ce que c'est le coût qui va primer? Est-ce que c'est la responsabilité environnementale? Est-ce que c'est la sécurité d'approvisionnement? Est-ce que c'est la flexibilité? Il faut une sacrée boule de cristal aujourd'hui pour savoir dans 5 ans ou dans 10 ans ce qu'on va demander. Donc, il y a plusieurs modèles qui testent ces différents axes de la demande. Et puis, et encore une fois, dans un monde incertain, je pense qu'il n'y en a pas un qui va gagner sur l'autre. On sera plus résilient en ayant plusieurs modèles qui vont nous délivrer plusieurs valeurs. L'un, le coût, l'autre, la flexibilité, le troisième, la sécurité. Et du coup, il y a une question de Caroline qui tourne autour de ça aussi, c'est comment concilier réindustrialisation et environnement. Je prends un exemple tout bête, l'arrêt des moteurs thermiques en 2035 surprend tout le monde. Au début, tout le monde est d'accord, et puis assez rapidement, les Allemands disent non, non, mais en fait, ça ne va pas être possible. En gros, on nous dit, bah oui, non, mais respectez les normes. Comment voulez-vous qu'on respecte les normes environnementales et qu'on réindustrialise en même temps? Ces néo-industriels aujourd'hui, tu l'as dit, pour beaucoup ont mis l'environnement, alors pas pour tous, mais pour beaucoup, ont mis l'environnement au cœur de leur stratégie. En fait, c'est pas un nice to have, c'est un must have, et c'est comme ça. Vont-ils réussir à concilier à la fois réindustrialisation et environnement, sachant que les normes vont les contraindre encore un peu plus? Ouais. En fait, c'est pas une question aussi. Je suis un peu abrupt. Hein. Vas-y. Encore une fois, un outil productif sert un projet de société. Je reprends ce que je disais, hein, on était dans une société de consommation, d'équipement, hein, il fallait que tout le monde ait 2 frigos, 3 bagnoles, 5 TV, enfin, j'exagère à peine, mais Ouais, et donc ouais. pour ça, eh ben, on a fait un outil productif qu'après on a délocalisé pour des raisons de coût, etc. Mais on a fait un outil productif pour répondre à ce projet de société d'équipement qui était plutôt celui de mes parents que de moi, mais on voit bien la génération qui est concernée. Et aujourd'hui, on a un nouveau projet de société qui émerge, notamment un des fondamentaux, c'est l'humanité ne veut plus dominer la nature, mais veut vivre en symbiose avec elle. C'est une partie. Et donc, on n'a pas, enfin, c'est même pas une question. L'industrie ne sera verte ou ne sera pas. C'est pas un débat. Et alors après, si on rentre un petit peu dans l'opérationnalisation, relocaliser en France, ça améliore tous les paramètres environnementaux, sauf peut-être un qui est l'utilisation de l'espace sur le territoire français, la question du foncier en pratique. Voilà. Décarbonation, honnêtement, on a une énergie plus décarbonée qu'ailleurs. Pollution, on a l'un des pays avec l'Europe qui est le plus contrôlé sur le sujet-là. Concertation sociale, on a quand même un modèle social européen qui n'a pas beaucoup d'équivalent dans le monde. Enfin, si tu regardes tous les critères qui sont autour d'une production, tu remets une production en Europe de l'Ouest, enfin, ou en Europe ou en France, tu améliores tous tes paramètres environnementaux sociaux par rapport à une production d'ailleurs. Donc, tu vas dans le bon sens. Il y en a un seul sur lequel il va y avoir des frictions. Donc, quand tu regardes le dossier, en fait, environnement, industrie, ça va de pair sur tous les sujets, sauf un, l'occupation du foncier, donc la biodiversité. Et c'est là où on va avoir demain un peu de friction si on est ouvert, c'est-à-dire si on n'est pas hypocrite en disant je ne veux pas voir la pollution, je préfère voir de l'utilisation de dizaines de mètres cubes d'eau au Portugal plutôt qu'en Bretagne. Je ne fais ça rien du tout. Voilà. Si tu arrêtes cette hypocrisie, c'est le seul point où il restera une friction et qu'on peut traiter parce qu'en fait, elle n'est pas énorme, mais on s'est très mal embarqué dans le sujet avec un très bel objectif qui est de zéro artificialisation nette, mais une mise en œuvre administrative, mais qui est couper les cheveux en quatre. Et donc, on a un problème simple qu'on a rendu compliqué à résoudre par la procédure qu'on y associe. Et ça revient un petit peu aussi à la façon dont tu présentais un autre cas, hein, qui est celui de la voiture thermique. Dans ce chemin qui est celui d'une société en symbiose avec l'environnement, il va falloir changer plein de choses, nos comportements aussi, mais toute notre manière de produire, nos chaînes d'approvisionnement, les technologies qui vont avec, le sourcing, les formations des gens, etc., etc., le business model, quelque chose qui est un objet partagé et pas un objet possédé. Tout ça va changer. Ça va prendre du temps. C'est pas quand tu es un politique et que tu manipules la parole et le symbole, et c'est très noble. J'ai bossé pour des politiques, je sais de quoi je parle. C'est très noble. Mais quand tu déclares comme ça fin de la voiture électrique en 2035, tu fais une décision qui est symbolique. En général, tu t'es pas posé la question
de si elle est possible et à quelles conditions elle est possible. Donc, il faut que nous, je mets un global, je m'en mets dedans, nous, les industriels, ceux qui savons ce qui est possible de faire et à quelle échéance, et qui sommes motivés aussi par cette transformation, nous prenions la parole. Oui, 2035, c'est peut-être super en aire urbaine dense. Mais quand tu habites dans une campagne et que tu n'as pas de borne de recharge, eh ben, c'est peut-être pas la solution parce que dans ces cas-là, tu as un impact social que tu dois mettre en face de ton impact environnemental et on ne sait pas, tu vois. Et il faut qu'on s'empare de ce débat. Ne laissons pas ce débat aux politiques. Les politiques fonctionnent sur du symbole. C'est la clé de la politique. Et on ne résoudra pas facilement cette transition uniquement avec du symbole. Je vais te donner un autre exemple qui m'hérisse les poils. La taxe carbone aux frontières. Le principe est génial. Tu dis, pourquoi est-ce que nous, on aurait un prix de la tonne de CO2 alors que tu produis en Chine qui n'en a pas et que tu importes sans taxe à la frontière? C'est pas logique. La compétition n'est pas loyale. Mettons une taxe frontière aux frontières, mettons une taxe carbone aux frontières de l'Europe. Ouais. Super. Tu commences à le faire, tu te rends compte que c'est éminemment compliqué de certifier le contenu carbone d'une voiture venant de Chine, pour prendre que cet exemple-là. C'est un produit complexe. Il faudrait que tu certifies le contenu carbone de toutes les sources d'énergie qui sont rentrées dedans. Enfin, un truc. Et donc, tu dis, oulala, c'est trop compliqué. On fait que 5-6 catégories de produits de base. Moralité, donc super concept. Tu te rends compte que c'est difficile à mettre en œuvre. Tu réduis ton ambition parce que tu veux surtout garder le symbole. Grande victoire de la présidence française de l'Union européenne. Et puis, moralité, quand tu fais le calcul, 150 000 emplois menacés en France à cause de ce genre de choses. Parce que les transformateurs de premier rang se trouvent confrontés, tu n'as plus la concurrence déloyale au niveau des matières qui sont protégées, mais les transformateurs de premier rang qui sont juste au-dessus, eux, sont en situation complètement déloyale et vont se faire bouffer. Voilà. Donc, encore une fois, des beaux principes, mais ne laissons pas ce débat aux politiques et à des administrations qui connaissent pas assez les écosystèmes de production, les évolutions technologiques, les chaînes de valeur. Il faut que nous nous emparions de ce débat, il faut qu'on l'ouvre, si je veux être un peu vulgaire, il faut qu'on donne de la voix, nous qui savons et qui nous voulons faire ça, mais de manière possible, réaliste, même si c'est ambitieux et rapide. D'accord. Alors, à travers quel média à travers des think tanks, à travers des clubs d'influence, peu importe comment tu les appelles, mais je pense que la plupart des gens aujourd'hui qui assistent à ton intervention ont des opinions à peu près alignées avec les tiennes. Qu'est-ce que tu conseilles justement pour faire remonter ces volontés, remonter les bonnes informations à des gens qui, à un moment, vont prendre des décisions? Alors, pour moi, alors c'est pas du tout gagné ça. Hein. C'est ma bataille de maintenant et le bouquin en incarnant un certain nombre de ces néo-industriels pour montrer que cette figure existe. Hein. Ces personnes engagées dans un nouveau modèle de société et qui le nourrissent par de l'industrie pour bien montrer qu'il y a cette imbrication entre ce nouveau projet de société et l'industrie qui existe, qui est incarné. Ça, c'était ma contribution. Le première étape, je pense, c'est ce que je disais tout à l'heure. Chacun d'entre nous a une liberté de communiquer sur ce qui se passe dans l'industrie. Première chose, reconnectons l'image de l'industrie à sa réalité. Je ne demande même pas d'imaginer l'industrie à 10 ans ou à 20 ans. On verra bien ce que ce sera. Moi, j'ai peut-être quelques idées, mais je ne suis pas du tout certain et je ne sais pas si quelqu'un sait ce que ce sera. En revanche, que chacun des parents puisse avoir l'idée qu'il travaille dans les services, dans la banque, dans la fonction publique, mais sache ce que c'est que l'industrie, les projets industriels, et n'est pas une barrière pour leurs enfants ou un biais intellectuel dessus, déjà, ce serait fantastique. Et ça, c'est notre responsabilité. Il ne faut pas attendre que l'État communique sur l'industrie et ce que c'est. Ils ont plein d'autres choses à faire et ce n'est pas leur actif. Nous, c'est notre actif. Donc, communiquons sur ce qui se passe. Moi, j'ai rencontré plein de gens enthousiastes et je suppose qu'autour du podcast, il y a des gens qui aiment l'industrie parce qu'ils y trouvent un vrai plaisir, un épanouissement personnel, voire collectif, du sens dans leur. Parlons-en déjà pour reconnecter l'image de l'industrie avec sa réalité. Première étape. Et puis, doucement, ça fera émerger d'autres, entre guillemets, Olivier Buancy. J'ai aucune espèce de revendication personnelle, mais quand tu vois, par exemple, C'est ce soir, ou des émissions comme ça, tu as des journalistes, des politologues, des philosophes, des gens comme ça, des économistes. Tu n'as pas souvent des industriels. À un moment donné, il va falloir qu'on rentre dans ces lieux où se fait l'opinion, où se fait l'influence. Ça ne viendra pas tout de suite. On n'y rentrera que si on est porté par une vague de fond qui est celle de
ce que j'appelle, et c'est absolument pas désobligeant, des personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires dans les ateliers et qui nous font partager ce côté extraordinaire qu'il y a dans leur vie. Et doucement, une petite clameur se transformera en rumeur et en grand brouhaha. Écoute, je le souhaite également. Il y a un adage que j'aime beaucoup qui est aussi de dire qu'on vote avec sa carte bleue. Tu parlais des nouveaux usages d'une nouvelle économie où, en effet, avoir 3 frigos n'a plus vraiment de sens et l'économie du partage et de l'utilisation est beaucoup plus intéressant. Raoul nous rappelait le cas de Mobion, donc, que tu connais bien, qui fait des scooters électriques dans le Nord. Et on peut se dire qu'ils arrivent aujourd'hui à faire des scooters électriques moins chers que les Chinois et surtout beaucoup plus durables, puisque la durée de vie va être entre 7 et 9 ans, puisqu'ils ont été éco-conçus. Et ça, je sais que c'est aussi quelque chose sur lequel tu as pas mal d'inputs assez intéressants, c'est-à-dire que remettre la R&D et l'innovation au cœur des PME et PMI est aussi une façon de réussir potentiellement cette transformation et pas seulement de répondre à des cahiers des charges de donneurs d'ordre. Donc, tu peux nous développer un petit peu ces éléments? Ouais. Alors, tu abordes deux sujets, je vais essayer de les traiter séquentiellement. Le premier, la carte bleue. Ça c'est un truc qui me sidère, impensé de la politique industrielle aujourd'hui. On ne produit pas pour produire, on produit pour vendre. Enfin, chaque personne qui est dans un business sait que, enfin, c'est la règle de base. On est encore en économie de marché, alors elle va être modulée par de la réglementation et des choses comme ça, mais c'est la règle de base. Donc, la demande pour un produit est absolument clé dans la transformation de notre industrie et la façon dont on fait. Là-dessus, l'État ou la puissance publique a des moyens, je dirais, d'accélérer une transition qui est en cours. Qu'est-ce que c'est? C'est dans la commande publique, par exemple, donc les achats par l'État, par les régions, par etc. En fait, le code des marchés publics aujourd'hui, qui est très contraignant, tu n'as pas le droit de dire je veux acheter Made in France, mais tu peux dire je veux être livré en cas d'urgence en 30 minutes. Ah ben ouais, tiens, ça va te mettre une sacrée contrainte. Et donc, tu peux mettre des critères à la fois techniques ou environnementaux ou sociaux qui font que tu vas localiser une production en France dans un environnement qui est dans un lieu qui, pour l'environnement, est beaucoup plus favorable. Donc, la demande, que ce soit la commande publique, que ce soit celle des grands donneurs d'ordre, ou bien nous, comme consommateurs, elle est mobilisable. Et ça, c'est un espèce, pas un impensé, parce qu'on en entend parler un peu dans le discours politique et public, mais il n'est pas mis en œuvre à la hauteur de ce potentiel. C'est super d'aider des usines, c'est super de subventionner ST Micro ou d'autres, je prends le dernier exemple, ou des PME dans le cadre de France Relance, hein, donc la politique de l'offre, mais il faut marcher sur deux jambes et cette deuxième jambe de mobiliser la demande, encore une fois, parce que tu ne produis pas pour produire, tu produis pour vendre, est quelque chose qui n'est pas activé et ça fait partie, encore une fois, des choses que j'aimerais voir aller plus vite dans une politique publique. Ça, c'est le premier point et tu as tout à fait raison. Le deuxième, c'est sur la R&D. Alors, j'utilise pas tout à fait le terme que tu utilises. Ce que je dis, c'est que demain, en fait, on va pouvoir répondre à plein d'enjeux, des enjeux environnementaux, des enjeux de sécurité, d'approvisionnement de matières premières, etc., de normes sociales. Et quand tu prends ces sujets les uns après les autres, ça devient super difficile. Alors, j'ai un petit écho là. Je crois que c'est Denis. Voilà. Merci. Voilà. Donc, si tu prends ces sujets les uns après les autres, ça va être un enfer pour les patrons de PME. Aujourd'hui, on te demande de décarboner. OK, tu fais ta feuille de route de décarbonation. Demain, on va te demander de l'économie circulaire. Tu vas faire ta feuille de route économie circulaire. Après-demain, ce sera la biodiversité. Très bien. L'eau, etc. Et puis, en même temps, tu vas recevoir une injonction en disant « Ah ouais, mais sécurisez vos approvisionnements. » Donc, où est-ce que vous vous approvisionnez? Refaire ta chaîne d'approvisionnement, etc., etc. Si on les prend les uns après les autres, chaque boîte française va avoir 10, 12 plans d'action parallélisés, ingérables. Alors, peut-être pour un grand groupe comme Saint-Gobain où j'ai été, c'est faisable, mais pour une PME, ça n'est pas. Et la réflexion, qui est encore une idée que je teste, hein, que je lance, je ne dis pas que c'est la réponse, mais la réflexion que j'ai, c'est qu'il y a un seul moment dans la vie d'un produit industriel où toutes ces contraintes se rejoignent avec des injonctions contradictoires de temps en temps. Et c'est au moment de la conception du produit.
Et donc, ce que je me dis, c'est que nous sommes à l'aube d'un moment de reconception, de réinvention de tous les produits afin de prendre toutes ces contraintes ensemble dans leur convergence, mais aussi des fois dans leur contradiction pour faire des arbitrages. C'est le moment, quand tu conçois un produit, où tu choisis le sourcing de tes matériaux qui les composent, sécurité d'approvisionnement. C'est le moment où tu choisis les technologies qui vont permettre de le produire. Et donc, bilan de pollution ou bilan environnemental de la phase de production. Okay, mais aussi, c'est le moment où tu imagines l'usage plus tard et donc tu as le bilan carbone ou le bilan environnemental de l'usage et la fin. C'est le moment où tu choisis les technologies qui vont permettre de produire. Est-ce que tu automatises plus ou tu automatises moins? Ça va changer la conception du produit. S'il est fait très manuellement ou très automatisé, tu as des arbitrages différents à faire. Et donc, c'est à ce moment-là où tu te dis, est-ce que je suis capable de le faire en France de manière compétitive? Parce qu'il y a certaines technologies que je sais être compétitives en France et puis d'autres, je sais que ça n'est pas, ou certains modes de fabrication. Voilà. Et donc, pour moi, on est au-devant, si tu veux, d'une nouvelle façon de concevoir les produits. Ce ne sera pas un exercice solitaire s'il l'est aujourd'hui, ce sera vraiment un exercice collectif avec un responsable de l'énergie, des approvisionnements, de l'environnement, de la production pour le choix des technologies qui sont possibles, de la fin de vie des produits, etc. Un exercice collectif de reconception, je pense qu'on est au-devant. Encore une fois, c'est une réflexion que je livre au débat. Au moins, ça permet de le poser en disant, mais comment on va faire la convergence entre toutes ces injonctions-là? Et c'est intéressant parce que du coup, ça provoque pas mal de réactions. Une partie sur la partie conception et une autre sur la production. Une question de Karen, un commentaire de Karen qui dit la R&D, ça coûte cher, les industriels sont souvent frileux, sauf à être aidés. Pour ça, il faudrait probablement renforcer la relation entre les centres de recherche, universités et industriels. Mais est-ce que tu as un point de vue sur le sujet, sur comment on pourrait renforcer ces liens? Et le deuxième point qui, là, va plus être sur le mode de production, c'est est-ce que pour toi, l'industrie 4.0, ça doit être c'est un facteur d'attractivité pour l'industrie et est-ce que c'est aussi un facteur de performance pour l'industrie? Voilà. Sur la première question, je vais utiliser mon joker. Tu m'en as pas donné un, mais je me l'accorde. Je te l'accorde. Non, mais j'aurais un point de vue, mais un point de vue, je dirais, de citoyen. C'est pas un sujet, la relation R&D et industrie. Et je préfère honnêtement dire, voilà, ce que je peux vous livrer, entre guillemets, entre quelqu'un qui a réfléchi au sujet, Oui, oui, oui. on s'arrête là plutôt que vous servir une banalité. Il faut connaître aussi ses propres limites. Sur le deuxième, il n'y a pas photo. Enfin, je veux dire, c'est le 4.0. Quand on a commencé à lancer les premières feuilles de route de digitalisation de l'industrie, la promesse commerciale, c'est que vous allez faire 20% de gain de productivité. C'était en 2016. Ouais. Tu vois, il y a déjà 5 ans après les Allemands. Et oui, un peu après les Allemands. Mais donc, et aujourd'hui, c'est bien plus que de la productivité, puisque tu vois, on va aller à Vivatech, je vais y aller avec le représentant de Novo Nordisk, qui est le leader européen des traitements pour le diabète. Et ils ont acheté une boîte, une start-up française qui permet en fait de connecter le stylo avec lequel tu t'injectes de l'insuline afin d'avoir ton reporting de glycémie et de traitement en continu, etc. Ouais. etc. Et c'est intéressant parce qu'il n'y a pas qu'eux qui le fournissent, donc il faut que tous les gens de l'écosystème jouent le jeu, etc. Donc tu vois bien que là, important pour les malades, en effet, pour voilà, équilibrer ça, tu as ainsi ton leur suivi, tu diabète. n'as pas ta petite feuille sur laquelle tu notes, que tu perds, qui prend l'eau, sur laquelle tu renverses ton café. Voilà. Et donc, tu vois bien que la digitalisation aujourd'hui, ce n'est pas simplement celle que moi j'ai faite, entre guillemets, en 2016, c'est aussi un produit augmenté avec un service Oui. C'est qui pas que rajoute, les opérations aussi. qui fait que dans la totalité de la valeur, le produit finalement est plus faible qu'avant parce qu'il représente, je sais pas moi, 50% de la valeur ajoutée, il y a 50% qui est fait de service. Et donc, notre non-compétitivité absolue, enfin en absolu, devient un peu plus relative parce que dans la valeur ajoutée de ce que tu achètes, qui est une solution, bah, tu as du service qui ne peut être fait que ici, qui est beaucoup plus compliqué à faire dans un pays low cost. Le produit pourrait l'être, mais comme il représente que 50% de la valeur ajoutée, bah déjà, tu as écrasé un peu le critère. Voilà. Donc, le digital, mais comme l'environnemental, hein,
tu n'auras pas d'industrie demain qui ne soit pas 4.0. Faut pas se leurrer. C'est pas un choix, c'est un must. Si tu fais le choix, je disais ça il y a 5 ans à mes clients, vous faites le choix de ne pas le faire, dans 5 ans, vous êtes en dehors du marché. Parce que vous n'aurez pas la productivité nécessaire sur vos lignes et parce que vous n'aurez pas suivi le marché dans ses demandes d'enrichissement du service autour du produit. Et là, du coup, je vois une question de Maxime qui m'est chère, non pas Maxime, mais la question. Et je pense que tu vas pouvoir y répondre avec ta casquette Price, puisque tu es au contact beaucoup d'industriels, où Maxime fait le constat que je partage, hein, qu'il y a une certaine frilosité ou un certain conservatisme des industriels dans l'adoption de nouvelles technologies, que ce soit l'intelligence artificielle, enfin peu importe la techno. Tu vois, alors moi mon constat c'est que ce conservatisme est de plus en plus faible et qu'il y a une adoption qui est de plus en plus large, mais qui continue à rester relativement marginale. Est-ce que tu partages ce constat? Est-ce que tu vois des éléments qui permettraient de faciliter cette transformation et cette adoption de nouvelles technologies par les industriels? Alors, je vais essayer de répondre à la question, mais je mets une petite réserve au départ, c'est que, comme je le disais, mes clients, mes contacts aujourd'hui, c'est comme ça, c'est plutôt des ETI et des grands groupes Oui, que des PMI. Et je pense que ce qui est tu as avancé raison. est Il plus y a, proche de la PMI et des choses comme ça. Bon, ceci étant dit, c'est juste pour dire, je vais peut-être vous dire des choses qui sont un peu, je dirais pas aussi précises que ce que vous vouliez, parce qu'encore une fois, mon échantillonnage n'est pas idéal pour représentatif. ouais, ou il n'est pas idéal pour cette question en tous les cas. Ouais. Je partage. Je vais réénoncer quelque chose. Vous le savez tous, hein, dans l'idée des 10 000 diagnostics industrie 4.0 pour plutôt des PMI, en fait, le résultat, c'est qu'on en est plutôt à industrie 2.0 et que mettre de l'ordre dans ces gammes de production, c'est pas fait par tout le monde. Donc, avant de la digitaliser, il faut juste la formaliser, enfin, comme ça, et que c'est Ça pas peut fait par. aider. Voilà. Donc le statut de la maturité d'abord du tissu industriel en termes de maturité de procédure, mais aussi d'investissement. Hein, ça, il y a des chiffres qui sont sortis. On a peu investi dans notre outil productif. Il est réel, il est généralisé. Le deuxième point qui me donne, il y a deux éléments qui me donnent beaucoup d'espoir. C'est quand on a lancé France Relance, quand le gouvernement a lancé France Relance, il y a eu un appel à projet modernisation des lignes productives. Donc, en fait, comment je mets du 4.0. Et l'appel à projet a été inondé. Ils ont dû rallonger 2 fois, ils étaient à 250 millions, je crois, ils ont monté pratiquement à 900 millions d'euros et ils ont arrêté le guichet à un moment donné parce que ça veut dire qu'il y a des projets dans les cartons, parce que les projets qui sont sortis, ils sortent pas au moment où il y a un appel à projet du gouvernement. S'ils sont pas conçus avant, on monte pas un projet comme ça en une semaine. Donc, les projets existaient et le fait qu'il y ait eu cet appel à projet dans le cadre de France Relance dans la crise a fait sortir les projets des cartons. Ouais. Et même chose, là, on était plutôt sur de la modernisation. Maintenant, je vais parler de la diversification, de l'augmentation de capacité. Territoire d'industrie que j'ai mis en place en 2019 et après, mes successeurs ont lancé une opération qui s'appelle Rebond. On va sur un territoire, on fait du porte-à-porte auprès de tous les industriels et on leur dit aujourd'hui, on a besoin de toi, on a besoin de tes projets parce qu'il y a une grosse usine qui ferme, le territoire va pas bien. OK. Et dans ces cas-là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en faisant ce porte-à-porte et en disant on a besoin de toi, on a besoin de tes projets, on a besoin de ta force pour renforcer le tissu économique du territoire, on triplait le nombre de projets. Ah oui. D'accord? Alors, ceux connus par la puissance publique, dans le sens très très large. Est-ce que tous ces projets vont arriver à terme? Non, évidemment. Mais tu as augmenté le pipe énormément. Oui. Encore une fois, il y a des projets, ils restent dans les cartons parce qu'on a cette forme de timidité. Elle est super explicable. Pendant 40 ans, on a expliqué aux chefs d'entreprise industriels, d'abord ils étaient chefs d'entreprise et en France, c'est un statut qui n'a pas été très très apprécié pendant longtemps. Et deux, tu es dans l'industrie, tu es has-been. Enfin, dire, demain, tu n'existes plus, on va tout produire en Chine. C'est ce qu'on a expliqué à ces gens-là pendant 40 ans. Qu'est-ce que tu veux? Tu as envie d'être ambitieux dans un pays qui te raconte cette histoire-là, qui te donne ce par-là. C'est-à-dire, si toi, tu vis bien, tu as ta PME de 50 personnes ou de 100 personnes, tu gagnes bien ta vie, tu as mis un petit peu d'argent de côté pour tes enfants, tu vas en vacances là où tu veux, mais qu'est-ce que tu vas t'embêter de doubler une ligne parce que problème de recrutement, problème de voisinage, pas aidé par les élus sur les procédures, on t'explique Risque lié à l'investissement aussi, tout c'est simplement. économique, etc. Donc,
quelque part, la situation, oui, on a sous-investi, on n'a pas fait la démarche qu'il fallait faire, notamment en termes de modernisation. 2, il y a plus de projets qu'on le croit dans les cartons. Ouais. Et 3, la question aujourd'hui, c'est comment tu fais pour les déclencher. Et c'est là, si tu veux, où à la fois la puissance publique a son rôle, parce que avoir une petite aide d'État. J'ai été directeur général adjoint du conseil régional Nord-Pas-de-Calais à l'époque, et je signais des subventions. Et j'étais étonné par le fait de signer des petites subventions. Alors, quand tu te dis, je suis fonctionnaire, normalement, l'argent public doit servir à déclencher un projet. Si je mets pas d'argent public, le projet se fait pas, et donc c'est comme ça que je le signe. Sauf que quand tu mets 50 000, 100 000 euros sur un projet de 10 millions, tu te dis, c'est pas possible, c'est l'épaisseur du trait, enfin, c'est l'aléa, quoi. Et en fait, oui, économiquement, mais non dans la relation, je dirais, sociale, psychologique. Le fait que le projet ait été soutenu par le conseil régional, il devenait, j'ouvre les guillemets, d'intérêt public, et il engageait le chef d'entreprise à dire oui, tu peux y aller, on va t'aider, on va te soutenir. Pas simplement par un chèque, mais parce qu'on est derrière toi. Au moment où tu auras une difficulté avec une procédure, tu prends ton téléphone, tu appelles le vice-président du conseil régional et il va appeler le sous-préfet. Ça va peut-être marcher, ça va peut-être pas marcher, mais au moins tu te sentiras soutenu, aidé. Voilà. Donc, la puissance publique a ce rôle-là, par l'argent, mais aussi autre chose. Et puis, je reviens à ce que je disais, nous avons aussi tous le rôle d'expliquer pourquoi on croit qu'un pays sans industrie est un pays sans avenir. Et casser ce mythe qu'on nous a inculqué, cette espèce de virus qu'on nous a foutu sous la peau pendant 40 ans de société post-industrielle. Ouais, de pays sans usine. C'est Serge Belturuk, si tu nous regardes, surtout, on fait un bisou. Ce garçon m'énerve beaucoup 20 ans après. On va continuer. Tu as encore 5 minutes? Ouais, je veux bien. Ouais, c'est top. Merci à toi. On nous parle souvent de la France qui attire plus de projets que ces pays. Alors, souvent, depuis 2 ans, on va dire, depuis 2-3 ans, puisque c'est plus de projets. Sauf que quand on gratte un peu, c'est des projets qui créent moins d'emplois. À côté de ça, on a Papy Joe qui, aux États-Unis, vient de nous lâcher l'été dernier 360 milliards, si je ne dis pas de bêtises, avec l'IRA, donc Inflation Reduction Act, qui est une subvention même pas déguisée pour générer de l'investissement industriel aux États-Unis, qui visait probablement dans un premier temps la Chine, mais par effet de bord est en train d'avoir un impact relativement significatif. Est-ce que tu as une vision déjà sur les impacts concrets? Est-ce que, il y a des impacts concrets qu'ont pu avoir l'IRA? 2, est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui que l'Europe a pris la mesure et arrive à trouver les bonnes recettes pour contrer cette IRA? Et est-ce que ça va assez vite? Voilà, Alors, beaucoup de questions, je suis désolé. C'est un sujet important. je vais essayer de répondre vite, mais l'IRA, oui, ça a des effets. Il suffit de voir la liste des lauréats de l'IRA qui est publiée. Enfin, il y a des gens qui en font la compilation à force des annonces de presse. Elle est vertigineuse et c'est du lourd et du distingué, si tu me permets l'expression, parce que quand tu vois le nom des marques et des très très belles marques, enfin des très belles marques européennes aussi, qui y vont, je veux dire, c'est quelque chose. Oui, ça a un effet. Est-ce qu'aujourd'hui on peut en mesurer l'effet, par exemple en France? Non. Pourquoi? Parce que les grands projets emblématiques, l'État a sorti son carnet de chèques via France 2030 et a maintenu les grandes cathédrales. Donc, les projets emblématiques, on n'en a pas perdu aujourd'hui. Il y a d'autres pays européens qui n'ont pas un équivalent de France 2030, donc ils n'ont pas de carnet de chèques, qui en ont perdu quelques-uns. D'accord? Mais en France, pour l'instant, on n'en a pas perdu parce qu'on a payé, on s'est aligné. Enfin, je veux dire, il n'y a pas photo. Encore une fois, la nouvelle que je ressasse, je ne vais pas tout la ressasser parce que ce n'est pas la seule, mais de 40% de subvention, c'est l'alignement avec l'IRA, c'est tout. Faut pas. Alors, on le fait pour les gros projets, on ne le fait pas parce que c'est plus compliqué pour le diffus et ça passe sous le radar. Et je pense que quand on fera la relevée des filets dans quelques mois ou dans un an et demi, on se rendra compte, notamment que les ETI ont suivi l'aspiration de l'IRA en passant sous nos radars politico-médiatiques. Voilà.
Mais aujourd'hui, on est incapable de le mesurer. Mais il n'y a pas de raison, enfin, je veux dire, c'est tellement massif, c'est tellement Ouais, simple à c'est utiliser. violent, hein. Même si tu dis, ah, l'Europe a le même niveau d'aide, oui, mais les processus ne sont pas du tout les mêmes. Enfin, je dis souvent, entre un guichet et un concours de beauté, tu vas à la banque, tu présentes ta carte et tu as droit à ton chèque, ou bien tu vas passer sur le podium et on va te faire défiler 5 fois, on te Pour un regarde. appel à projet ou… Voilà, c'est Ouais. ça. Donc voilà pour l'IRA. Ta deuxième question, c'est est-ce que l'Europe a pris conscience? Oui, sans doute. Euh, Est-ce qu'elle va assez vite ou assez loin? Absolument pas. Il y a une réalité européenne que j'ai vécue. Encore une fois, l'Union européenne n'était pas aussi élargie qu'elle l'est aujourd'hui. On appelait dans notre jargon de fonctionnaires européens les États membres les belles-mères. Et notre exercice, c'était de mettre d'accord les belles-mères. Tout le monde comprendra l'exercice et le caractère imagé de la phrase. En fait, l'Europe, la notion de souveraineté européenne est trop récente. Elle n'est pas transposée dans une réalité. Elle l'est d'autant moins que les traités européens ont été faits pour maintenir la paix, c'est-à-dire nier la souveraineté nationale. Et on a 70 ans de paix, ce qui est merveilleux, hein, entre guillemets, voilà. Mais on est très loin pour faire une gouvernance. Et puis, il faut mettre d'accord 20, 25 États qui ont des intérêts divergents. Euh, les Pays-Bas, port d'entrée de toutes les importations en Europe. Qu'est-ce que c'est un intérêt Scandalise. aligné avec une notion de souveraineté économique développée par la France? Peut-être dans la déclaration, mais dans la réalité économique, c'est simplement pas le cas. Qu'est-ce que tu veux que la France et l'Allemagne aient globalement des intérêts convergents quand l'Allemagne a 20% de son PIB qui est de l'industrie et qui est la première de loin en Europe, tandis que la France a 10% et fait partie des derniers, à l'exception de Chypre, Malte et Luxembourg. Voilà, tu ne peux pas, même si l'écart est peut-être pas aussi grand qu'avec les Pays-Bas, d'ici que ça convergera un jour, mais ça mettra beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et donc ça ne va pas assez vite, mis à part en déclaration d'intention, mais les outils ne suivent pas. Ce qui veut dire aussi qu'on rentre dans une période où il y a un interstice pour des politiques de souveraineté économique nationale. Alors, le jeu est risqué, mais je ferai ce pari-là. À un moment donné, on aura sans doute une politique de souveraineté économique européenne. On n'y est pas, pour toutes les raisons, et ça ne sera pas demain. La question, c'est est-ce qu'on attend après-demain que l'Europe se mette en route, où on se dit qu'on n'a pas le temps par rapport aux mutations, l'IRA, le Chine 2025, etc., et que même si c'est sous-optimal économiquement, politiquement, on prend le risque ou pas d'avoir des politiques nationales. Je pense que nous n'avons pas le choix que d'avoir des politiques nationales en assumant complètement que c'est sous-optimal. Et que le jour où l'Europe sera prête, dans ces cas-là, il faudra débrancher nos politiques nationales au profit de la politique européenne. Je prends un exemple, un Buy French Act qui ne porte pas son nom, mais où vraiment on met tous les acheteurs publics dans une salle et on leur dit demain, je veux 90, 95, 100% d'achat made in France, vous me le faites, vous n'avez pas le droit de le dire, mais vous me le faites et on va apprendre à le faire ensemble en respectant la lettre, mais pas l'esprit du code de la marché publique. OK, on fait ça. Et le moment où l'Europe se dote d'un véritable Buy European Act réglementaire, parce que là, elle a le droit de le faire au regard des traités, eh ben, on débranche notre système français parce qu'on sait qu'il est sous-optimal. Voilà. Alors, il y a un risque. Il y a un risque que tous les économistes avec lesquels je parle soulignent, c'est attention, vous allez casser, fragmenter le marché unique. Ben ouais. Ah ouais, mais c'est pesé et c'est un choix politique, encore une fois. Quel est le plus grand risque? Ne pas avoir de réaction ou une réaction trop lente face à l'IRA et China 2025, ou bien prendre des réactions sous-optimum et prendre le risque de fragmenter un peu le marché unique, mais au moins on survivra, quoi. Enfin, en tout cas, c'est mon pari. Ouais. Est-ce qu'on peut se dire, est-ce qu'on peut pas se poser la question de savoir si l'Allemagne n'a pas déjà commencé avec notamment les mesures qu'ils ont prises de soutien à l'énergie au cours de l'année précédente, et puis la politique qu'elle mène vis-à-vis de la Chine et des États-Unis. Bah oui, je pense que la réponse, on l'a déjà. Tu ne peux pas Alors, il ne faut pas que ce l'exprimer. soit un saut petit peu, hein, encore une fois, Non, mais non, non. c'est une ligne de crête qui va être compliquée à trouver, mais je crois que nous n'avons pas le choix. Et aujourd'hui, le discours sur la souveraineté économique en France a tendance à renvoyer la balle systématiquement à l'Europe, ce qui, encore une fois, intellectuellement, la bonne échelle, mais opérationnellement, mettra trop de temps pour aligner tous les acteurs et avoir des décisions communes. Donc, il va bien falloir faire quelque chose. Je te prends un exemple tout simple. La liste des médicaments stratégiques.
puis on va s'arrêter là parce qu'on a déjà perdu pas mal de gens en chemin. Mais la liste des médicaments stratégiques, août 2020, 6 mois après le Covid, les États-Unis publient la liste des médicaments dont ils veulent assurer une fabrication sur le sol nord-américain. Aujourd'hui, l'Europe est incapable de se mettre d'accord sur une liste. Le dernier papier qui est sorti il y a 3 semaines de la Commission européenne, elle souligne 3 ans après le Covid l'urgence d'avoir une liste. C'est la personne qui doit écrire la liste, mais tu soulignes l'urgence de l'écrire. Il y a un problème de cohérence. Il est que apparent. C'est simplement derrière, c'est pas facile de le faire. Eh bien, la France le fait. La France fait le sien. Ce ne sera pas économiquement optimum de faire une usine pour la France. C'est sûr que c'est le marché européen pour certaines molécules qu'il faut viser parce que le marché français est trop petit. Donc, mais tu fais ta liste et je peux t'assurer que si la France fait une liste et commence à sortir et subventionner largement quelques usines, en 6 mois, l'Europe, elle saisit le sujet. C'est probable. C'est probable. Je te remercie beaucoup. Je te pose une dernière question qui est un peu importante à mes yeux, mais est-ce que tu as un argument à donner à un jeune ou une jeune ingénieur ou opérateur pour lui dire de rejoindre l'industrie plutôt que d'aller dans une quelconque société de service ou banque et pourquoi ça serait intéressant de rejoindre l'industrie? Moi, c'est toujours difficile de donner une recommandation. Donc, je ne vais pas en donner une. Pourquoi? Non, je dis même pas ça. Je dis, va voir. Va voir. Tu y prendras peut-être ton pied. Peut-être pas, encore une fois, hein, l'industrie, c'est 10% des effectifs, donc c'est pas 100%, encore une fois, mais va voir. Sois curieux. Va là-bas, regarde ce qu'on y fait, discute avec des gens, si possible, parce qu'on a un fossé générationnel absolument dingue devant nous. Donc, des gens qui viennent de rentrer là-bas, pas des gens, va pas discuter avec le patron de la PMI, c'est peut-être très bien, va discuter avec lui, mais pas que avec lui. Va discuter avec l'apprenti qui y est depuis 18 mois. Il va te raconter sa vie. Si ça te branche, il y a un boulevard. Il y a un boulevard pour toi. Sois curieux. D'accord. Je suis d'accord. Bah, écoute, merci beaucoup, Olivier, pour ton temps et pour tout ce partage. J'ai trouvé ça absolument passionnant, ainsi que les membres. Il suffit de regarder l'état du chat où beaucoup de gens ont réagi très positivement. Je vais te laisser retourner réindustrialiser la France avec les néo-industriels. Pendant ce temps-là, je vous rappelle que si ce webinaire vous a plu, on vous attend sur la plateforme ondustrie.org pour y retrouver vos pairs, des actualités sur le sujet de l'industrie 4.0 et des gens comme Olivier. Donc, à très vite sur ondustrie.org. Bonne journée à tout le monde.